Voilà, on invite les quatre intervenants à cette table ronde à venir s'installer, s'il vous plaît, Monsieur Je m'appelle Brantôme. le docteur Emmanuel Brantôme, vice-président du conseil départemental de Vendée, Olivier Servère-Lorenzé, directeur général des hôpitaux de Vendée, Nicolas Chénéchaud, conseiller départemental, et Sophie Richard, fondatrice et gérante du réseau Viagimo. Ouais, vous pouvez vous installer là. Allez. Vous avez le micro parce que vous êtes le premier à intervenir. Pour plaisanter au départ, Attendez, je attendez que je voudrais peux vous dire poser la que... question. Je peux juste vous dire comment je vais organiser la table ronde, Allez-y excusez-moi. alors. Je vais vous interroger successivement, le docteur Brantôme dans un premier temps, le directeur des hôpitaux, M. Sorenzé, dans un deuxième temps, Nicolas Chénéchaud dans un troisième temps et Sophie Richard dans un quatrième temps, sachant que effectivement, avant chaque fois que je vais vous questionner, vous faites une rapide présentation et vous n'êtes pas non plus, il n'est pas interdit que vous interveniez sur les déclarations des uns ou des autres. Allez-y, docteur Brantôme, donc présentez-vous Oui, brièvement. je voulais dire que la fée Morgane nous a bien parlé, et ça c'était déjà important. Mais en Vendée, nous avons la fée Mélusine, qui est en fait la sœur de la fée Morgane. C'est pour vous dire que la Vendée a cette importance d'avoir mis l'usine à la campagne. Et ça, c'est très important parce que si on ne veut pas que nos Vendéens viennent sur la côte, il faut les garder là où ils travaillent. Et il y a un travail quand même extrêmement important sur toute la Vendée. Donc, pour rester à domicile, il faut une chaîne de soins. Et je parle de la chaîne de soins. Je crois que c'est extrêmement important, qui commence au social, qui va jusqu'au médecin éventuel. Mais cette chaîne de soins est importante et chaque maillon compte. Et chaque maillon est important. Si un des maillons cède, c'est toute la chaîne qui cède. Et donc, on va être obligé d'hospitaliser la personne. Et ça va poser problème sur le plan santé. Donc ça, c'est déjà la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est le problème du temps. On n'a pas parlé du temps. Mais je peux vous dire qu'on a de moins en moins de temps. Et tous les soignants, je parle pas simplement médecins, je parle de tous les soignants, on a de moins en moins de temps. Et que ce temps est très précieux. Ça, c'est la deuxième chose. C'est très difficile de faire tout ce qui a été dit précédemment parce qu'on manque de temps, tout simplement. En troisième lieu, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça bouge. C'est toujours en évolution, c'est toujours en modification. Et toute la médecine et tous les soins que l'on peut apporter sont en modification importante. Je pense qu'on va passer Voilà. Voilà, par exemple, installation en 2024, 9 médecins. Salariat, 20 médecins. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont en salariat qu'en installation libérale, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Il y a un certain nombre de remplaçants. On voit aussi qu'un certain nombre de médecins généralistes ne vont pas ni s'installer, ni faire de la médecine générale, mais faire autre chose. Là, j'ai mis par exemple la PMI, l'HAD, l'échographie gynécologique, les médecins conseils, etc. Donc on voit que l'année dernière, il y a eu 48 médecins entrants, mais 72 sortants. Parce que là aussi, ça bouge. Il y a beaucoup de médecins qui viennent et puis qui repartent. Quand on n'est pas, et c'est là tout le problème de l'installation libérale, quand on était anciennement
dans un village ou dans une ville, on avait son cabinet et on allait rester 30, 40 ans. Maintenant, c'est plus du tout ça. Ce qu'on veut, c'est bouger. Et bouger, ça veut dire qu'on va partir. Et donc, on voit que le nombre de médecins ayant quitté le département, c'est 33 sans retraite. Et puis, on a 39 retraités. Alors, il y a une chose qui est quand même très intéressante, c'est qu'il y a un rajeunissement de la des médecins. Un rajeunissement, oui, parce que beaucoup partent en retraite et très peu s'installent. Et ça, c'est tout le problème actuel de ce que l'on voit. Alors, effectivement, il y a des possibilités extérieures, si je peux dire comme ça, les infirmières, les assistants, les médecins ou autres personnels de santé qui sont là pour nous aider. Et il faut coordonner tout ça. Et c'est l'intérêt du CPTS notamment de coordonner toute l'action de l'ensemble des soignants. Mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est qu'on est en train de perdre des médecins. Déjà, pour les 6 premiers mois de cette année, en installation libérale, 4. Moi, quand je faisais la démographie il y a 10 ans, c'était autour de 12 par an qui s'installaient. On voit qu'on n'y est plus. Et le nombre de retraités était aux alentours de 20. On est autour de 35 et plus cette année. Donc, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Il y a 2 périodes où il y a beaucoup de retraités, le 1er juillet et le 31 décembre. Là, par exemple, ce 1er juillet, il y a 7 médecins sur La Roche-sur-Yon qui ont pris leur retraite, qui sont partis. Les remplacer, c'est compliqué et difficile. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'en Vendée, on a une organisation quand même de la permanence des soins, du SAS, qui est vraiment extrêmement forte et importante. Et ça nous permet, avec des centres de soins non programmés, l'ensemble nous permet quand même d'avoir, malgré les complications, les difficultés, les problèmes de l'été, de pouvoir faire face aux problèmes actuellement encore. Mais on voit que ça ne va pas durer très très longtemps si on continue à perdre autant de praticiens. Alors, je parle des médecins, mais on peut parler des kinés, on peut parler des infirmières, on peut parler des aides-soignants et autres. Comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne de soins et on a besoin de tous. Voilà un petit peu rapidement ce que je voulais vous dire. Merci, docteur. Vous avez répondu à toutes mes questions. Donc, je voulais simplement que vous me rappeliez quand même votre parcours, parce que vous ne l'avez pas fait, vous présenter, parce que c'est important aussi d'avoir votre... Alors, ce qui est intéressant, parce que le reste n'est pas trop intéressant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai été installé 40 ans, j'ai 75 ans maintenant, et je continue à travailler. Je travaille là à l'hôpital de Fontenay-le-Comte, encore parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y avait plus de médecins spécialistes. Là, j'ai repris l'année dernière le service de soins, ce qu'on appelle les soins de suite, le SMR, et ça a permis qu'il y ait un autre médecin qui vienne et que maintenant ça se passe bien. Et la deuxième chose, c'est que là, actuellement, l'HDJ, l'hospitalisation de jour pour la cancérologie, il n'y avait plus de médecins. Et donc, j'ai repris le service. Ça veut dire que beaucoup de retraités restent actifs. Alors, je ne suis pas le seul à être actif. Je confirme. Voilà, donc, mais merci beaucoup. Simplement aussi, par rapport à votre vécu de médecin, parce que vous avez connu la médecine un petit peu d'autrefois, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui entre... Tout.
fait tout, d'accord. Moi, j'avais un grand-père qui était médecin à l'hébergement, donc je sais qu'il travaillait nuit et jour, 7 jours sur 7. Il m'a mis au monde. Comment ça a évolué aujourd'hui Mais comme je vous dis, tout a bougé, que ce soit en médecine générale, que ce soit en spécialités autres de ce qu'on appelle les spécialités d'organes. Hein. Tout bouge et continue à bouger. C'est pour ça que c'est très difficile et c'est pour ça que je disais qu'il faut voir dans le temps, parce que tous les ans, il y a des choses nouvelles, il y a des problématiques nouveaux qui interviennent. Quand je me suis installé, par exemple, nous avions tout un réseau de spécialistes de ville qui permettait de travailler avec les uns et les autres. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein. Donc, on est obligé de faire autrement. Alors, j'ai vu qu'il y avait un CCE de cardiologie. Alors, on peut faire la même chose ailleurs. Vous voyez très bien, par exemple, en dermatologie, il n'y a plus de dermatologues en ville sur la Roche-sur-Yon. Il n'y a plus de dermatologues, pourquoi? Parce qu'on préfère faire autre chose qui est mieux rémunéré. Hein. Et le problème, c'est que le métier de dermatologue à l'hôpital, puisque maintenant il y a un service de dermatologie à l'hôpital qui n'existait pas il y a 10 ans, il existe maintenant, mais ce n'est pas le même métier. Ils ne prennent que les tumeurs. Si vous n'avez pas de tumeur, vous ne serez pas pris par un dermato. C'est quand même complètement absurde. Hein. La rhumatologie, c'est la même chose. Vous avez de moins en moins de rhumatologues en ville, mais vous avez de plus en plus de rhumatologues à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des gestes à l'hôpital qu'on ne peut pas faire en ville. C'est beaucoup moins intéressant, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan médical, de pouvoir faire des gestes différents au fur et à mesure du temps que de rester toujours aux mêmes situations. Je prends la cardiologie. La cardiologie, il y a 15 ans, 10-15 ans, il y avait 3 cardiologues à l'hôpital de La Roche-sur-Yon et tout le monde était content. Ça se passait très bien. Maintenant, ils sont 16, c'est ça, je crois. Hein. Et il faut 1 an pour avoir un rendez-vous. On voit bien que cette complication, c'est la complication du temps. On n'a plus le temps de faire quoi que ce soit. C'est extrêmement problématique. Et la cardiologie n'est plus la cardiologie d'il y a 15 ans. Maintenant, chaque cardiologue est spécialisé dans sa cardiologie. Hein. Vous prenez par exemple l'ophtalmo à la clinique de Nantes, ils sont 22 ophtalmos et chacun a sa particularité. Il y en a qui font les fonds d'yeux, il y en a qui font le laser, il y en a qui font les paupières, il y en a, etc., etc. C'est-à-dire que tout a changé effectivement dans tous nos métiers. Nos métiers ont complètement changé. Merci, docteur. Olivier Servère, je me tourne vers vous. Si vous pouvez vous présenter rapidement, brièvement, s'il vous plaît. Donc, je suis Olivier. Bonjour à toutes et à tous, d'abord. Ouais. Je suis Olivier Servère-Lorenzé. Je suis directeur général des hôpitaux de Vendée. C'est pas mal, hein. Je suis auvergnat. D'accord, très bien. Vous n'êtes pas vendéen, quoi. Non, je suis vendéen depuis le 6 janvier seulement. Je vais essayer de répondre à vos questions, par contre. Oui, donc, oui, voilà. Je voulais vous demander en quelques mots, les hôpitaux de Vendée, c'est quoi? Pouvez-vous nous donner quelques points de repère? Et puis, brièvement, à nouveau, quelles sont les missions du directeur des hôpitaux de Vendée? Et dans le cadre de cette organisation et de gouvernance, quelle autonomie vous avez? Quelle marge de manœuvre? Capacité à faire évoluer les choses et capacité à mettre en place des stratégies? D'accord, il y a beaucoup de questions. Oui. Alors, les hôpitaux de Vendée, c'est aujourd'hui, pour faire simple, 11 établissements, 7 centres hospitaliers, c'est 8000, un peu plus de 8000 personnes, c'est presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Un gros volume, quoi. Après, je ne veux pas vous asséner plein de chiffres, de toute façon, personne ne les retient. Mais au-delà de l'aspect quantitatif, ce qui me paraît être singulier, c'est que ce sont des hôpitaux qui sont de tailles différentes et qui incarnent bien le territoire, qui couvrent bien le territoire. Et c'est pour ça que je suis venu, parce que c'est un écosystème qui est hyper intéressant pour le coup. Ça va de l'Île-Dieu
Le plus petit hôpital, je crois, c'est un des plus petits hôpitaux de France d'ailleurs. Enfin, je sais pas, on communique comme ça, de toute façon, personne ne va les vérifier. Mais je pense pouvoir dire que c'est vrai. Jusqu'à effectivement le grand vaisseau amiral qui est La Roche-sur-Yon, qui est un magnifique hôpital d'exception. Et puis jusqu'à Fontenay-le-Comte, vous avez cité Fontenay-le-Comte. Donc en fait, on a des hôpitaux qui sont bien répartis sur l'ensemble de notre territoire. Et puis qui a un éventail de possibilités qui permet de travailler sereinement, je ne sais pas, mais en tout cas de travailler sur la pertinence des parcours. Donc on retrouve une forte activité médico-sociale, parce que c'est vrai, souvent quand on parle des hôpitaux, on pense au côté sanitaire, les plateaux techniques et tout ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi des maisons de retraite, c'est aussi des foyers d'accueil médicalisés, c'est l'accueil des personnes en situation de handicap. Et les hôpitaux de Vendée, c'est tout ça. Et moi, je considère que c'est une richesse d'avoir tout ce panel d'activités, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Et puis, effectivement, dans la relation ville-hôpital, on peut faire encore plein de choses. Voilà, très rapidement, parce que je ne veux pas trop donner Donc du on chiffre. peut dire que la Vendée est plutôt bien dotée en hôpitaux. Est-ce que il y a des hôpitaux qui sont à améliorer, etc. J'avais vu dans la presse dernièrement que l'hôpital de Challans était un peu, pas remis en question, mais il y avait des projets qui étaient disputés, quoi. Ah bon, c'est le débat national, c'est est-ce qu'il y a trop d'hôpitaux, pas d'hôpitaux. Je ne vais pas m'aventurer dans la réponse. J'ai une obligation de réserve. Ouais. Ce qui m'intéresse par contre au niveau des hôpitaux de Vendée, c'est de voir comment on peut mieux utiliser l'hôpital. Mieux utiliser l'hôpital. Mieux utiliser l'hôpital par nos concitoyens, parce qu'il y a une part de responsabilité de nos concitoyens dans l'usage de l'hôpital, parce que souvent on dit l'hôpital, ça marche bien, mais ça marche pas bien. Mais il y a quand même une très grosse responsabilité de l'usage de l'hôpital par nos concitoyens. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un élément extrêmement important. Ensuite, ils sont là, les hôpitaux. Il y a bien quelqu'un qui les a autorisés. Et donc à partir de là, c'est comment on fait pour que nos établissements, quels qu'ils soient, répondent aux besoins de santé publique. Nous, notre travail, c'est de répondre aux besoins de santé publique. Je crois que vous avez évoqué des sujets comme le vieillissement. Il faut préparer nos établissements à répondre à ce choc du vieillissement qui va nous inciter à une profonde mutation de notre offre santé, et en particulier de nos hôpitaux. Nos hôpitaux sont là pour répondre aux besoins de la population, pour les protéger. Donc à partir du moment où notre population vieillit, c'est comme ça, moi je considère que c'est une chance. Voilà. Et qu'à partir de là, nos hôpitaux doivent s'adapter. Et donc ça veut dire des mutations profondes, des transformations profondes. Alors quand on parle de mutations profondes, évidemment tout le monde est d'accord, bien sûr. Mais quand on passe au concret, c'est un peu plus compliqué. Et donc, mon travail, je ne suis pas tout seul, hein. Enfin, je serai tout seul dans l'échec, ça j'en suis certain. Et nous serons nombreux dans les réussites. Mais en tout cas, j'ai la ferme intention de faire en sorte que dans les 10 ans qui viennent, nous puissions engager cette mutation profonde parce qu'elle est nécessaire. Vous l'avez souligné, notre docteur, il y a des inégalités de territoire. En termes de ressources humaines, en termes de ressources techniques, il nous faut corriger ces inégalités de territoire. La Vendée, ce n'est pas que les Sables d'Olonne, même si les Sables d'Olonne, c'est très important. C'est aussi la Sud-Vendée, qui est en grande souffrance. C'est un territoire oublié. Donc comment faire en sorte que dans notre projet de pied de territoire, qu'on a lancé aux Sables d'Olonne d'ailleurs, on fait en sorte que cette population qui est importante pour la Vendée puisse être protégée. Donc de Luçon, ce que j'ai compris, c'est Luçon, Fontenay-le-Comte et la Châtaigneraie quand même. Hein. Et comment on fait pour protéger cette population? Comment on adapte notre offre hospitalière? Voilà, ça c'est mon travail. Alors je ne suis pas tout seul parce qu'il y a des gouvernances, bien sûr. L'hôpital, ça fonctionne un peu comme une entreprise. Moi j'ai la culture d'entreprise. Je sais que je dois être un des derniers directeurs d'hôpitaux en France à parler comme ça, mais moi je suis fier de dire que l'hôpital est une entreprise humaine, particulière, singulière, mais ça reste une entreprise. Donc il y a un conseil de surveillance qui me surveille. Il y a les comités sociaux d'établissement qui me surveillent aussi, hein, les syndicats, ils me surveillent, les élus qui me surveillent. Hein,
Mais c'est une surveillance qui est intéressante quand on est dirigeant, parce que finalement, on doit rendre des comptes, finalement, et ça, c'est normal. Et on a en interne des commissions, on a un parlement, une sorte de parlement médical. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire quoi? C'est que c'est une entreprise particulière où l'échange et le partage, la concertation est extrêmement important, puisqu'évidemment, ces mutations, il faut qu'elles se fassent dans la concertation et l'échange, mais il faut qu'elles se fassent. Alors, certains peuvent percevoir la lumière comme une lumière trop éblouissante. Moi, mon travail, c'est pas d'étudier les études aujourd'hui. Je suis venu pour agir et effectivement, notre territoire a besoin d'action. Je crois que le temps des études me semble terminé et que ce qu'il nous faut, c'est répondre par des actions concrètes. Et il m'est arrivé, effectivement, depuis mon arrivée, d'expliquer que étudier les études, c'était intéressant, mais qu'à un moment donné, il fallait agir, parce que quand on est sur des mutations, on est sur des temps longs. Une décision qu'on prend aujourd'hui, elle va avoir effet dans 6-7 ans. Voilà. Et notre territoire a besoin d'investissement. On a prévu de projeter un investissement important. Je ne peux pas donner des chiffres, parce que normalement, on devrait avoir dans les prochains jours deux ministres qui devraient nous annoncer. Donc, j'en ai sur un temps politique, donc je suis sur la réserve. Mais en tout cas, on va investir dans nos patrimoines hospitaliers et on va investir dans l'humain, bien sûr. Et après, dans l'investissement humain, on a des choix à faire, évidemment, parce que nos besoins de santé publique évoluent. Il y a moins de naissances, il faut bien en tenir compte. Il y a plus de personnes âgées, il faut bien en tenir compte. Et donc, ça impacte évidemment sur nos structures. J'avais une dernière question. Là, je pense que vous y êtes très sensible, puisque comment les hôpitaux demain peuvent aussi faire en sorte que les déserts médicaux soient moins des déserts médicaux? Comment est-ce qu'on peut retenir nos médecins en Vendée, par exemple? Je sais que vous êtes sensible à la recherche, à ce que pourrait devenir un hôpital, un CHD à La Roche-sur-Yon. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Alors d'abord, l'hôpital n'est pas tout seul sur ce sujet. Il y a les collectivités locales, il y a les conseils de l'ordre. Il faut qu'on soit tous face à alliance objective, en tout cas sur ce sujet majeur. Moi, je suis arrivé le 6 janvier. Le 8 janvier, j'ai décidé de construire un campus universitaire. Voilà. Les instituts étaient cassés. Et donc, j'ai pris la décision de reconstruire un campus universitaire santé. Parce que là, c'est pareil, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Donc moi, je crois que c'était le devoir, en tout cas du directeur général des hôpitaux de Vendée, de prendre cette initiative. Au passage, il me manque 15 millions. Donc si d'aventure, je l'ai lancé sans argent, mais bon, je me suis fait un peu disputer. Mais enfin, en tout cas, c'est nécessaire. Je vous rejoins, madame. Derrière le campus universitaire santé, il y aurait bien évidemment un nouveau bâtiment qui devra symboliser matériellement les choses. Mais au-delà du local, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va y mettre dedans. Voilà. Donc je suis en discussion avec la faculté de médecine et le CHU de Nantes pour examiner non pas le fait que les étudiants vendéens puissent étudier ici, mais c'est comment on va faire. Donc on a franchi un cap, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le sujet est-ce qu'il faut une première année de médecine, on est sur le sujet maintenant de comment on va faire. Donc là, c'est pareil, je ne peux pas aller plus loin parce que les négociations ont commencé. Ce sont des négociations. Parce que le sujet, ça porte sur le nombre d'étudiants, sur les filières, sur l'appareil de formation. Mais c'est un enjeu majeur. Si nous n'avons pas l'accueil des étudiants de médecine, on peut faire ce qu'on veut. Nous aurons et nous continuerons à souffrir. Donc la première mesure, elle est actée. Nous aurons un campus universitaire, nous aurons des premières années et je souhaite aussi avoir les deuxièmes années de médecine. Donc ça, c'est dans les tuyaux, c'est dans la négociation. Évidemment, c'est aussi une école des paramédicaux, mais c'est aussi une école qui va créer, qui va inventer de la formation. Ça doit être un lieu de création pédagogique pour faire évoluer nos métiers. Donc c'est un investissement finalement dans l'intelligence humaine. C'est une école. Et donc si on ne fait pas ça, on est cuit tout simplement. Donc ça c'est l'enseignement.
l'enseignement initial, l'enseignement continu aussi, parce que c'est pas parce qu'on sort de l'école avec un diplôme qu'on est les meilleurs du monde. Donc ça veut dire qu'il faut doter notre département d'un appareil de formation continue. Donc tout l'appareil de formation continue est sur les rails, puisqu'on va créer un centre de formation territoriale qui sera ouvert sur l'extérieur, pas qu'aux hospitaliers, et qui aura pour objectif de renforcer la formation continue, et qui aura pour objectif de créer des synergies entre la formation initiale et la formation continue, pour faire évoluer à la fois la formation initiale et à la formation continue. Ensuite, il y a la recherche. La recherche, c'est un élément d'attractivité majeur pour les jeunes médecins. On doit offrir à nos jeunes médecins la capacité de faire de la recherche, et aux professionnels paramédicaux aussi. C'est un élément d'attractivité pour les nouvelles générations. Si on ne fait pas ça, c'est pareil. On risque de passer à côté de recrutement. Donc ça veut dire concrètement le fait de dire à un jeune médecin qui est spécialiste, parce que de toute façon toute la médecine est spécialisée maintenant, c'est de dire tu peux faire de l'enseignement et tu peux faire de la recherche. Donc ça, c'est un élément très très fort. On a la chance d'avoir au CHD une unité de recherche clinique hyper performante. Donc là, on est en train de faire un business plan pour que dans les 10 prochaines années, on monte en puissance là-dessus, en complémentarité avec le CHU de Nantes, naturellement. On ne va pas se marcher dessus. Mais je pense que nous, on a l'agilité et la réactivité d'un hôpital départemental qui fait qu'on peut avoir un business plan à 10 ans pour développer la recherche dans toutes ses dimensions. Et puis, l'innovation. Nous avons en Vendée une richesse économique, une richesse sociale. Il faut qu'on tisse des liens entre cette richesse économique et sociale avec la santé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec des startups, ça veut dire faire de ce campus un tiers-lieu où on échange et on partage et on participe dans les deux sens, à la fois de la croissance économique et à la fois de l'amélioration de la santé. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire enseignement, recherche, soins. Même s'il y a des inégalités de territoire, on a un hôpital d'exception, le CHD, qui est entouré d'hôpitaux, mais sans cet hôpital, il n'y a pas d'autres hôpitaux. Après, ce que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut, et c'est là que je vous rejoins, mieux répartir. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de médecins sur le CHD, et un peu moins bien répartis sur les hôpitaux de Vendée. Donc moi, mon travail avec les médecins et les gouvernances médicales, c'est de faire en sorte qu'il y ait une allocation équitable des moyens. C'est plus facile au CHD de recruter, au Sable d'Olonne de recruter, mais par contre, à Luçon, c'est galère. Donc ça veut dire réfléchir sur l'exercice territorial dans un pays où il y a la liberté d'installation. Ben oui, c'est un vrai sujet politique. Mais c'est un sujet qu'en tant que dirigeant, on vit sur place. Donc je suis obligé de jouer avec cette règle. Donc on a des leviers, naturellement, on n'est pas totalement impuissant. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet Hospitalier de Territoire, parce que le message, c'est de dire ça ne sert à rien de faire des hôpitaux de Vendée et peser 1 milliard si finalement il n'y a pas suffisamment de gériatres à Fontenay. Et c'est qu'à Châtaigneraie, on n'est pas foutu de faire fonctionner les services. Donc le sujet, c'est celui-là aussi, des soins de proximité. Et puis des soins de recours. Donc ça fera partie d'un des éléments de la convention hospitalo-universitaire avec le CHU de Nantes, pour qu'on ait à la fois l'enseignement, la recherche et le soin. Le cap, c'est décembre 2025. Et après, de deux choses l'une, soit on est en mesure de coopérer, ce que j'appelle de mes voeux, et on le fera avec force. Par contre, si les termes du partenariat ne sont pas suffisants, je me réserve la possibilité de voir comment on peut faire autrement, et se pose la question de l'universitarisation du CHD. Merci beaucoup. Nicolas Sénéchaud, je pense, vous allez peut-être nous le dire, vous faites partie de la gouvernance. Le département fait partie de la gouvernance des hôpitaux en Vendée. Vous adhérez certainement à ce que vient de nous dire M. Lorenzé dans comment le département voit cette évolution, cette transformation des hôpitaux. Bonjour à tous, je suis sincèrement ravi d'être parmi vous ce matin. Je vais répondre à votre question, mais tout d'abord, je voudrais juste mettre une note de positivisme
parce que en fait, en Vendée, il se passe des choses extraordinaires. Il y a une organisation de la santé qui est assez géniale, j'ose dire le mot, avec un maillage complet en CPTS. Il y a 7 CPTS qui ont vraiment découpé la Vendée et qui qui sont un interlocuteur unique, j'ai envie de dire, pour les élus, mais également pour les hôpitaux, sont nés. Je vais répondre à la question, hein, mais j'avais ça en tête évidemment. Sont nés les centres de soins non programmés, ce qui a été évoqué, le service d'accès aux soins, le SAS, qui permet à chaque Français d'accéder à une consultation. Et bien ici en Vendée, à l'hôtel du département, on a réuni un comité de pilotage et on a créé un SAS à la vendéenne avec des centres de soins non programmés qui sont organisés par les hôpitaux de Vendée, avec des médecins généralistes appartenant à la CPTS qui viennent donner de leur temps pour que chaque Vendéen puisse accéder à une consultation. Donc le 116-117 en Vendée, vous le savez, permet d'avoir une régulation au niveau départemental qui voisine avec la régulation du 15, puisqu'ils sont dans les mêmes locaux au CHD. Et ça, c'est une force, c'est une particularité, et il faut en être fier. C'est important. La densité, on peut en parler assez longuement, et en plus, les chiffres sont plutôt très positifs, mais j'y reviendrai. Je vais répondre d'abord à votre question sur les hôpitaux. Oui, clairement, il y a une spécificité vendéenne. Il y a un vaisseau amiral, certes, mais la Vendée, il y a pas, vous le savez, il n'y a pas de métropole, contrairement à beaucoup d'autres départements. Donc, on a une répartition des Vendéens qui est beaucoup plus homogène, en tout cas qui est différente, avec des plus grandes villes et des moyennes villes. Donc, ça, évidemment, ça impose, et donc je m'inscris tout à fait sur l'équité et la répartition. Certains pôles, comme ça a été dit, comme les Sables d'Olonne, ont vocation à être très attractifs sur toutes les spécialités et à pouvoir permettre de diffuser de l'offre médicale supérieure dans d'autres établissements, pour justement aider Luçon qui bénéficie de La Rochelle, par exemple, aussi. Donc, il faut aussi désenclaver et essayer de sortir de ce carcan dont on a du mal à se défaire. Donc, oui, évidemment, je m'inscris sur le fait qu'il faut avoir une harmonisation, avoir des services médicaux de proximité, de qualité, et les élus seront toujours prêts à se mettre à la table aux côtés des hôpitaux ou des CPTS pour innover, pour trouver des solutions et pour jamais se résigner. On a parlé tout à l'heure de... Alors, je ne sais pas si exactement ce sont les missions du département, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des médecins généralistes s'installent dans les régions les plus reculées? Je pense que le département agit beaucoup à ce niveau-là. On a des médecins aujourd'hui, des médecins salariés, on a des logements ou des bâtiments qui leur sont réservés pour exercer leur mission. En quoi le département... Est-ce que vous avez des exemples de réalisation sur ce sujet-là? Oui, j'en ai. En fait, évidemment, la santé, c'est une compétence régalienne de l'État. Je pense que tout le monde le sait dans cette salle. Pour autant, dès lors que ça touche la santé des Vendéens, eh bien, les élus que nous sommes, en première ligne, on vient sonner ou frapper ou écrire au maire pour dire j'ai pas de médecin, qu'est-ce que vous faites pour que ça bouge? Donc clairement, le département, sous l'impulsion d'Alain Leboeuf, son président, moi j'ai été nommé dans ce cadre-là, enfin j'étais élu sur le canton des Sables d'Olonne, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais en charge de la démographie médicale sur l'intégralité de la Vendée, en délégation. Et donc on a pris un pari, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit tout à l'heure, on a pris un pari de discuter avec les internes. Donc notre spécificité, c'est qu'on a des interlocuteurs quasi hebdomadaires qui sont les représentants des internes. L'ISNAR-IMG, un syndicat qui regroupe 5000 internes de médecine générale en France, eh bien, on échange avec les présidents successifs pour bâtir un pacte et un programme de santé qui est réalisé, qui est actif. On discute aussi avec l'ISNI, qui est le syndicat majoritaire des médecins de spécialité, et avec la NEMF, qui regroupe les étudiants en santé, dont les externes. Donc ce pacte, il comporte différents éléments. Il y a une charte d'hébergement territoriaux des étudiants en santé qui définit des maisons des internes avec 3 chambres. On reproduit l'internat hospitalier à petite échelle pour que les internes puissent discuter entre eux avec un lieu de vie commun. Et donc, on est le premier département de France à signer. Les 3 présidents des syndicats que j'évoquais au niveau national sont venus en Vendée pour signer cette charte. Et nous avons, en maintenant quasiment 2 ans, parce que le temps passe vite, on a entièrement maillé la Vendée. Hier, j'étais avec le président à Aisnay. On a inauguré la 12e maison des internes, ce qui fait de la Vendée un territoire avant-gardiste sur cet accueil des internes. Ensuite, pour avoir plus d'internes, il faut plus de terrains de stage, ça a été dit également. Et donc là, on a signé un partenariat avec le Collège national des généralistes enseignants, ceux en gros qui forment les médecins à devenir maîtres de stage. Et donc, pour la première fois de son histoire, la Vendée, depuis 2 ans également, organise des formations MSU à l'hôtel du département,
On a eu 2 sessions par an, deuxième promotion, 25 médecins généralistes à chaque fois, qui n'allaient pas, ne serait-ce qu'à Nantes ou à Poitiers, ou évidemment, a fortiori à Lille, pardon madame, mais qui se sont dit, il y a une formation de proximité, je vais devenir maître de stage. Et donc, ils sont venus à l'hôtel du département, ils se sont formés et on amplifie cette dynamique grâce à des idées, grâce à du pragmatisme et grâce au fait d'avoir la capacité de réunir l'intégralité des acteurs. On travaille activement avec tous les autres acteurs à l'accueil des docteurs juniors. Vous le savez ou pas, mais il y a une 4e année de médecine générale et donc des nouveaux des docteurs juniors en médecine générale qui vont arriver à partir de novembre 2026. Eh bien, en Vendée, on a cette longueur d'avance puisqu'on a à la fois les logements pour les accueillir, à la fois plus de maîtres de stage qu'avant, puisque ça s'est vraiment accéléré et c'est scientifiquement prouvé. Plus on a de maîtres de stage, plus on a d'internes, plus on a d'installés. Ça, c'est clairement prouvé. Et nos indicateurs, alors les chiffres du docteur Brantôme sont pour moi un peu alarmants, évidemment, qui ne sont pas discutables, mais on a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent des chiffres différents. On en parlait hier avec le directeur général de l'ARS. La Vendée vient de passer supérieure à la France par rapport à la densité médicale. On est en train d'inverser la tendance. Il y a des territoires, je ne suis pas là pour parler des Sables-d'Olonne, mais les Sables-d'Olonne, il y a 2 ans, c'était 5000 patients qui n'avaient pas de médecin traitant. Aujourd'hui, on a un numéro unique qui oriente les Sablais dans chaque cabinet. On a eu encore 4 installés cette semaine, hein, donc c'est pour ça que je me permettais de discuter les chiffres. Et en tout cas, chaque Sablais peut accéder à une consultation avec des données très intéressantes de mon point de vue, puisque 40% des médecins généralistes ont moins de 40 ans. Et 11% ont plus de 60 ans. Donc ça veut dire que c'est 20 à 30 points de moins qu'au niveau national. Donc miser sur les internes, je vous rejoins madame, c'est de notre point de vue et sur les premiers indicateurs qu'on a, très positif. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Après, on équipe les cabinets, on finance des subventions d'acquisition d'équipements de second recours, des dermatoscopes, des spiromètres, des appareils électrocardiogrammes qui permettent justement d'organiser, ce n'est pas encore un ESS mais on y travaille, qui permettent d'organiser l'accès aux soins grâce à des médecins généralistes qui sont très investis, qui sont moteurs, qui participent à la régulation aussi. On travaille au quotidien avec l'ADOPS, l'association qui gère la régulation médicale. Le président vendéen fait partie de l'ANOPS, l'association nationale, et les idées, il y en a plein. Les moyens, évidemment, ça dépend du chiffrage, mais en tout cas, on est autour de la table, on travaille ensemble et on a vocation à défendre la santé des Vendéens par du pragmatisme, par des initiatives qui sont propres à la Vendée. Et vraiment, je vous garantis qu'on met beaucoup d'énergie pour que ça se passe bien et que ça évolue favorablement. Très bien. Est-ce qu'on peut dire qu'à terme, ça maintiendra, je dirais, les médecins sur le territoire? Ou si ça ne les maintient pas, est-ce qu'on aura créé les structures pour faire qu'il y aura forcément, comme dans tout métier, toute entreprise, du turnover, d'autres médecins pourront venir bénéficier de ces structures? Donc on aura... Je pense. En fait, on crée les conditions d'attractivité. C'est le rôle des collectivités, à discuter avec les partenaires, être à l'écoute. Justement, on a un guichet unique, un Allo Installation, qui permet d'accompagner le travail des conjoints. C'est pas forcément, moi je ne crois pas à titre personnel, hein, je me lâche un peu, mais aux subventions d'installation, des 50 000 € qui sont donnés, c'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est un accompagnement. Je ne crois pas non plus forcément au salariat. Quand on discute avec eux, c'est quasiment 50-50. Ce qui est certain, c'est qu'ils veulent être pris, pardon de le dire comme ça, par la main pour vraiment être accompagnés et vraiment se donner les moyens. Donc, il faut, et vous le savez ou pas, il faut 2,3 médecins pour remplacer un médecin qui part à la retraite. Donc évidemment, c'est compliqué d'avoir des bonnes solutions. Par contre, il y a une vraie organisation. Ça fonctionne. Il y a des territoires qui fonctionnent. Et c'est évidemment, je donne l'exemple Sablé parce que je le connais encore mieux que les autres. Mais ne nous y trompons pas, ça ne suffit pas. Il faut bien créer ces conditions, y compris sur la côte. Et ces conditions peuvent bénéficier au reste de la Vendée et au reste des territoires. Donc oui, ça va fonctionner. On est en concurrence, par contre, clairement, avec les autres départements. Hein. On sait bien qu'on ne les fabrique pas pour l'instant en Vendée, monsieur le directeur. Ça va avancer. Mais en tout cas, évidemment qu'on a des médecins qui viennent du Nord, qui viennent de Caen, peu du Sud, peu de Bretagne. Les Bretons restent en Bretagne, mais on a une vision quand même assez précise des internes qui choisissent l'internat nantais pour venir à fortiori en Vendée. J'avais une dernière question à vous poser là, concernant la démographie, on l'a vu tout à l'heure, et la dépendance par là même. Forcément, le département finance l'allocation personnalisée d'autonomie. Je crois, vous pouvez nous donner le niveau le coût que ça représente aujourd'hui en 2025?
Sur l'autonomie, je me permets de sortir une petite fiche parce qu'on est sur la compétence d'Isabelle Rivière, ma chère collègue au département. Peut-être, évidemment, ça a été dit, 50% des Vendéens ont plus de 60 ans, 12% plus de 75 ans, 85% des Vendéens souhaitent vivre à domicile. Donc il y a vraiment une évolution. Et en plus, il y a, je ne vais pas dire une fracture, mais sur l'arc atlantique et sur la côte, il y a un déficit assez important en place d'EHPAD, alors que sur le reste de la Vendée, ce n'est pas le cas. Donc il y a une réorganisation à opérer, ça c'est assez clair. 211 établissements d'EHPAD en Vendée, c'est 12 345 places pour être très précis. Ça a un coût évidemment très important de mise en norme, de sécurité, ça c'est quelque chose qui est important. On peut parler aussi d'habitat inclusif. 32 établissements ouvriront d'ici 2029. Là, on est sur un coût de 10 millions d'euros, donc c'est évidemment pas tout à fait anodin. L'aide à domicile, 29 millions d'euros d'aide départementale. Enfin, clairement, l'autonomie, c'est le premier poste de dépense pour le département et qui est chef de file. On parle de 225 millions d'euros, dont 111 millions d'euros qui sont évidemment sur les personnes en situation de difficulté. Donc, on est vraiment sur un poste de dépense qui est majeur, qui nous oblige, à regarder, à construire, à réinventer, parce que le département, ça a été dit, c'est 700 000 habitants, 3,5 millions l'été. On a évidemment des particularités. Beaucoup de Français, enfin pas beaucoup, mais un certain nombre arrivent en âge avancé et donc évidemment ont besoin de bénéficier d'un certain nombre de structures ou de soins. Donc c'est quelque part notre rôle d'élu d'alerter, d'aller chercher des financements auprès de l'État pour avoir cette particularité de saisonnalité et d'accueil de public. Même si depuis le Covid, sur certains territoires, on constate alors pas un infléchissement, ça serait un peu exagéré, mais en tout cas, on attire un public un peu plus jeune qui arrive avec le télétravail, etc., etc. Oui, très bien, parce que je pense que vous avez besoin de vous projeter jusqu'en 2050. On pourrait imaginer que ces coûts doublent en 2050, compte tenu de la démographie. Donc, voilà, comme vous le dites, vous imaginez aussi de transformer un peu le système pour faire que... Ou alors, à moins que vous fassiez vous serez peut-être obligé de faire des arbitrages demain pour financer la santé. Clairement, c'est-à-dire que qui peut savoir comment vont évoluer les budgets? Le gouvernement ne le sait pas lui-même, donc c'est un peu compliqué de pouvoir se projeter à aussi long terme. Évidemment, 2050, même si je parle d'inversement ou en tout cas de tendance qui se ralentit avec des populations quelque peu différentes, mais évidemment qu'on est en front de littoral, donc la population, elle vieillit, elle doit se réinventer. On va parler évidemment des structures qui doivent être évidemment mises aux normes mais adaptées. On a des résidences autonomie, il y a des EHPAD, ça évolue. Il y a aussi beaucoup de logements différents. Je regarde évidemment Sophie qui va intervenir derrière moi. Donc oui, le modèle il doit se réinventer. Il y a des schémas Vendée Autonomie, il y a des forums bien vieillir. On organise, parce que c'est important aussi de pouvoir réunir les acteurs, de pouvoir réfléchir à des solutions innovantes. Donc oui, clairement, c'est un poste de dépense important. Personne ne peut savoir comment les finances des départements vont évoluer, puisque comme vous le savez, on n'est pas tributaire de la fiscalité locale, donc c'est évidemment aussi compliqué pour des départements. On a la chance d'avoir une vitalité, une énergie assez incroyable en Vendée qui permet d'avoir la tête au-dessus de l'eau par rapport à beaucoup de départements qui ont du mal à voter un budget. Ce n'est pas encore le cas en Vendée, donc on a cette chance de pouvoir anticiper au maximum et prendre les décisions pour accueillir au mieux et aider au bien vieillir, évidemment. Merci beaucoup. Sophie Richard, donc, si vous pouvez vous présenter, puis présenter votre activité également. Bonjour à tout le monde et bravo parce que j'ai ce beau rôle de clore ces 2h30 riches en échanges et bravo d'être resté jusqu'au bout. Ça montre que vous êtes engagés dans les besoins qui nous concernent tous. Donc Sophie Richard, je suis vendéenne, c'est un peu le fil rouge de la matinale. Et j'ai cette chance d'avoir créé une entreprise au Sable après avoir exercé pendant quelques années en qualité de juriste spécialisée en droit immobilier. Et je confirme qu'à La Roche-sur-Yon, on a bien 2 universités. J'en suis le témoin puisque j'étais à la fac et puis après à l'ICES, très, très belle école. Donc j'ai créé cette entreprise Viagimo au Sable d'Olonne. J'ai d'abord créé une première agence immobilière spécialisée en viager, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis finalement, j'ai assuré une veille et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de franchise d'agence immobilière spécialisée dans le viager et la nue propriété. Aujourd'hui, Viagimo, c'est à peu près 70 collaborateurs qui travaillent sous la marque. On est à peu près
plus d'une vingtaine d'agences sur tout le territoire. On est également centre de formation Calliope. On est devenu société, fièrement, société à mission depuis 2024. C'est un projet, on en reparlera peut-être, que je porte à cœur. Et puis, Viagimo, en fait, est parti d'un constat, d'une évidence qui s'est muée en conviction pour moi, qu'on allait droit dans le mur. Et depuis, donc je vous rejoins, si je vous ai écouté attentivement tout à l'heure, on allait droit dans le mur et on a pourtant ces chiffres depuis fort longtemps et il était urgent que chacun prenne sa part de responsabilité. Quand j'ai appris qu'en 2030, et c'est demain, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans, là j'ai été heurtée. Et là je me suis dit, mais enfin, il y a un vrai sujet du financement de la dépendance. Et pour autant, ces chiffres, parce que je regarde un petit peu les statistiques du corps, du Conseil d'orientation des retraites, donc on a ces chiffres depuis longtemps et on doit repenser, il est urgent de repenser un modèle de prospérité dont le pilier central doit rester la solidarité intergénérationnelle, mais on sait très bien que notre système de retraite par répartition est obsolète, est à bout de souffle depuis fort longtemps. Et il y a des solutions pour assurer le bien-être, la sérénité. Je suis d'accord avec vous que la santé n'est pas que la santé physique, c'est aussi une santé psychologique. Et au quotidien, on rencontre ces personnes âgées qui sont dans des besoins, une vraie précarité. On assiste de plus en plus à une paupérisation de nos grands-parents. Et l'idée, c'était de se dire, et si notre patrimoine pouvait nous offrir une retraite bien méritée? Et donc, Viagimo est né de ce constat-là. Alors, le viager, pouvez nous rappeler comment fonctionne le viager? Alors, on le sait à peu près, mais... Assez rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de la table ronde, mais en fait, il y a deux types de viagers. Le viager occupé qui est le plus connu, où les vendeurs font le choix. C'est plus de 80% des personnes qui souhaitent rester à domicile, dans le logement où ils ont tous leurs repères. Ils ont juste besoin d'un coup de pouce financier pour adapter le logement à une situation de dépendance, pour avoir des aides à domicile. Et puis finalement, on l'a vu avec le Covid, on a rencontré beaucoup de grands-parents qui sont partis en EHPAD et qui se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas si mal que ça chez eux. Mais ils n'avaient pas forcément, et les enfants, parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui nous confient le dossier de leurs parents, ils n'avaient pas forcément pensé à la solution de la monétisation du patrimoine. Et une fois qu'ils étaient partis en EHPAD, ils ont souffert de l'isolement, puisqu'ils étaient souvent dans un 10-15 mètres carrés, sans pouvoir voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a besoin de beaucoup de pédagogie pour réussir à faire tomber les barrières psychologiques. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, de tabous autour du viager. Donc chaque jour, on va rencontrer des grands-parents qui sont dans une recherche d'améliorer leur quotidien, de protéger le conjoint survivant aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, à l'époque, on n'était pas sensibilisés à la retraite comme nous le sommes aujourd'hui, qui aidaient leurs conjoints, collaborateurs qui n'étaient pas forcément déclarés. On a beaucoup de grands-parents qui veulent aider aussi de leur vivant leurs enfants et leurs petits-enfants parce que la société vieillit. On l'a vu tout au long de cette matinale. Et très souvent, quand on hérite de ses parents, on est nous-mêmes proches de la retraite. Et c'est finalement les petits-enfants qui vont hériter de la succession de leurs grands-parents. Et c'est quand même à l'âge de 30 ou 40 ans qu'on aurait besoin de l'aide précieuse de nos parents pour nous accompagner dans la construction de la résidence principale, les études supérieures des enfants. Et donc, on se rend compte que vendre un viager va permettre de bénéficier d'un capital, d'une rente à vie pour assurer les besoins du quotidien, qui va pouvoir aider les enfants et les petits-enfants de leur vivant. Ça leur permet de régler aussi des successions. Et dans le même temps, on rencontre des actifs qui eux-mêmes sont dans cette situation de se dire: est-ce que j'aurai une retraite, ou en tout cas, est-ce que l'État-providence existe encore? Je ne pense pas, et je pense que vous le confirmerez aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, attendre que l'État supplée en fait, nos besoins sur l'allongement de la durée de vie actuelle pour nos grands-parents et futurs pour les actifs, parce que dans les actifs, il y a les salariés, mais il y a les TNS, professions libérales, les commerçants, les artisans, qui n'auront jamais le niveau de vie auquel ils étaient habitués. Et donc, il est urgent pour eux de réfléchir à anticiper leur future retraite et de sécuriser leur avenir. Et la monétisation du patrimoine le permet. Donc, vous avez le viager occupé, à peu près 85% des transactions, et le viager libre, qui est assez méconnu. Là, on est dans la période des résultats du bac, c'est aujourd'hui. Ma fille, j'attends les résultats d'ailleurs. Et donc, je suis dans la recherche d'un logement étudiant et c'est assez galère. Je pense que vous l'avez tous vécu. Et forcément, elle doit partir à Angers, à la Cato d'Angers. J'ai essayé de l'amener à l'ICES, mais elle voulait partir loin de la Vendée, à la différence de moi.
Et franchement, je me suis dit, mais je vais essayer de lui trouver un viager libre. Parce que le viager libre, ça permet à l'étudiant d'être propriétaire de son logement. Il amortit tout de suite son bien, sans nécessiter du recours à l'emprunt. Et au lieu d'être locataire et de verser un loyer par les fenêtres, il est propriétaire de son logement. Donc le viager libre permet à l'acquéreur de devenir propriétaire de son logement. Et le vendeur qui va vendre en viager libre, c'est soit sa résidence principale, il se rend compte qu'il doit aller en maison de retraite, soit il se rapproche de ses enfants parce qu'ils se sont éloignés, soit c'est une résidence locative et c'est compliqué de gérer, surtout quand on vous dit votre logement est énergivore, il est étiqueté en G, vous n'avez plus le droit de louer. À 75 ans, on n'a pas forcément l'argent ou le temps pour rénover le logement, ce qui fait que le logement reste vacant, alors qu'en face, on a des étudiants qui arrêtent leurs études parce qu'ils n'ont pas de logement. Et finalement, on se rend compte que le bonheur des uns peut faire le bonheur des autres. Très bien. Et oui, ma question aussi concernant les personnes qui vous questionnent ou qui signent un viager, c'est tout un tas de catégories socio-professionnelles différentes ou vous en avez ciblé plus des unes que d'autres Quels sont les CSP qui font appel aux viagers? Alors, on a, vu que j'ai des franchises un peu partout en France, dans des grandes villes, Paris, Lyon, dans des zones très huppées, La Baule ou Cannes, ou alors dans des villes, notamment là, on est à La Roche-sur-Yon, en Vendée, on a 3 agences, La Roche-sur-Yon, Les Sables et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça me permet d'avoir un vrai laboratoire et on pourrait peut-être partager nos données d'ailleurs, parce qu'on a un observatoire du viager, que la retraite est source de crainte partout en France, qu'elle soit dans les campagnes, dans le littoral, dans les grandes villes ou petites villes, et que la retraite concerne tout le monde, et que tout le monde a de près ou de loin un aîné, un parent, un grand-parent, un oncle, un tante, qui a des besoins en financement. Et ça va aller en s'accélérant. Je lisais la dernière étude de l'Ipsos en 2025. 60% des jeunes de moins de 35 ans ne croient plus dans notre système de retraite. Et près de 78% des actifs ont peur de ne pas avoir suffisamment de moyens à la retraite. Et partant de ce constat-là, on a tous ces chiffres et on se dit, ben, on fait quoi ? Et ma mission, en tout cas chez Viagimo, c'est d'apporter de la pédagogie, de la compréhension qu'il y a des alternatives, qu'il y a des solutions, parce que je suis porteur aussi d'optimisme comme Nicolas, et qu'on peut hériter de soi-même grâce à son patrimoine immobilier. Aujourd'hui, il y a 70% des seniors qui sont propriétaires. On sait qu'en France, le droit du sol est un droit inaliénable et absolu. On est fier d'être propriétaire. Et donc, être propriétaire de son logement, ça veut dire qu'on peut le monétiser. Et tous les jours, on rencontre des grands-parents qui ne veulent pas dépendre de leurs enfants financièrement. Et on a trop tendance à l'oublier que la dette alimentaire va dans les deux sens en France. Ascendant vers descendant, ça, on l'a tous acquis, mais également descendant vers ascendant. Et quand vous avez une maison de retraite qui coûte en moyenne 3 000 € par mois par personne, que vous avez un couple, il y a peu de retraités qui ont 6 000 € minimum par mois pour payer une maison qui n'est même pas médicalisée. Et quand vous avez un grand-parent qui devient Alzheimer ou une charge très importante, on a parlé des aidants, on rencontre, nous, ces enfants-là, qui sont dans une urgence et très souvent qui vont vouloir vendre urgemment, mais mal leurs biens, alors qu'on peut anticiper ces sujets-là. Et vendre en viager, monétiser le patrimoine, c'est une assurance à vie d'avoir des revenus complémentaires pour ne dépendre de personne. Et quel que soit l'âge, on a cette fierté aussi de ne pas être dépendant. Déjà, on peut être dépendant physiquement, mais quand psychologiquement, vous êtes dépendant de l'État ou de vos enfants, de vos petits-enfants, ben, vous le vivez super mal. Et la sérénité n'a pas de prix aussi. Donc les CSP, ça ne concerne pas que des personnes qui sont avec peu de revenus. Ça va concerner des personnes qui n'ont pas d'enfants, certes, mais qui ont des enfants, parce que de plus en plus d'enfants nous confient le dossier de leurs parents. Et puis après, ça va concerner toutes les zones géographiques. Et en fait, vous avez des acquéreurs, parce qu'un marché est composé d'une offre et d'une demande. Donc si j'ai plein de demandes en vente en viager, mais que je n'ai pas d'acquéreurs intéressés, ça ne sert à rien. Et les acquéreurs concernés, il y a 2 typologies principalement. Il va y avoir les investisseurs, les acquéreurs qui vont réfléchir à anticiper leur future retraite et qui veulent investir dans de l'immobilier. L'immobilier, c'est la valeur refuge, c'est la valeur sécure des Français et préférée des Français.
au lieu d'avoir peut-être les 100 000 euros de capital sur un compte bancaire, et on ne sait pas si peut-être pour le réarmement de l'Europe, on va peut-être aller chercher ces épargnes. Je crois qu'on est sur à peu près 17% de taux d'épargne en France. C'est assez exceptionnel. Donc on voit bien que de toute façon, quand les Français ont peur, ils n'investissent pas et ils épargnent. Et au lieu de laisser son argent peut-être en banque, peut-être se dire, est-ce que je ne vais pas diversifier mon épargne et je vais le placer dans du capital immobilier? Je sais où est mon argent. Au lieu de mettre peut-être 400 ou 500 euros sur un PEL, peut-être que je vais pouvoir donner cette rente à une personne âgée qui en a besoin, qui va le consommer, qui va avoir des aides à domicile, qui va aller au restaurant, qui va changer sa baignoire en douche. C'est de la collecte de TVA pour l'État. Et là, on est vraiment dans une économie circulaire. Parce qu'en France, l'argent, il est immobilisé de part et d'autre. Il sera immobilisé sur le capital immobilier côté vendeur. Souvent, les vendeurs qu'on rencontre, ils détiennent une richesse qui est enfermée dans la pierre. Et certains sont interdits bancaires. Ou certains sont surendettés parce qu'ils ont cumulé plein de prêts à la conso pour maintenir un niveau de vie auquel ils étaient habitués, alors qu'ils détiennent bien une richesse, mais qui est immobilisée. Et de l'autre côté, on a ce taux d'épargne en France, on a ces acquéreurs qui ont des placements immobiliers, des placements financiers immobilisés. Et le fait de faire circuler enfin cet argent grâce à la monétisation du patrimoine, on peut même se dire que c'est peut-être un plan de relance économique aussi pour l'État, parce que c'est comme un troc entre particuliers. L'acquéreur va anticiper sa future retraite. Il sera dépendant de personne, ni de l'État, ni de ses enfants. Et notre grand-parent, il peut vivre plus sereinement aujourd'hui dans le logement où il a tous ses repères. Mais merci beaucoup. Je crois que si on peut laisser la place aux questions. Bon, on a un tout petit quart d'heure de retard sur l'horaire. Peut-être quelques questions, 2, 3. Ouais. Bon, comme on vous accueille au Crédit Agricole, je voudrais quand même apporter une précision sur ce qui vient d'être dit. 70% du patrimoine des Français est immobilisé dans l'immobilier. Les 30% restants, donc qu'on qualifie de patrimoine financier, sert à financer l'économie française. Donc ce n'est pas de l'immobilisation. Monsieur le directeur général, j'aurai le plaisir de vous saluer en sortant. Vous avez évoqué un grand projet. Si demain nous entamons une discussion, l'argent que le Crédit Agricole pourrait potentiellement vous prêter, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel ou donner. Non mais prenons l'exemple d'un prêt. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. C'est de l'argent qui nous est confié par nos clients, et en l'occurrence nos clients vendéens, qui épargnent dans nos livres. Et cette épargne qui est dans nos livres, elle sert à le financer l'économie. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Raymond. Non, je voulais dire à M. Servère qu'il allait être adopté dès qu'il a dit qu'il n'était pas là pour étudier les études. Bon, je pense qu'aux Vendéens, ça leur fera plaisir. Une question quand même sur une étude. Est-ce que vous devez avoir la réponse à la question. Il y a 33 médecins qui sont partis l'année dernière. Ce serait bien de savoir pourquoi ils sont partis, pour essayer de comprendre. Ce n'est pas pour les arrêter, c'est simplement pour comprendre la rotation. Et puis l'autre remarque qui a été mentionnée tout à l'heure, c'est d'aller vers les jeunes sur l'alimentation. On pourrait peut-être créer une nouvelle matière qui serait l'éducation à vivre tout court et à la santé, qui va au-delà de l'alimentation, puisque vous avez dit qu'on était dépendant de l'environnement. Voilà, mais c'était une recommandation générale. Mais est-ce qu'on a questionné les 33 médecins qui sont partis l'an dernier et pourquoi sont-ils partis, s'il vous plaît? Alors, on ne les a pas questionnés, mais on sait à peu près qu'il y a un turnover qui est d'une trentaine de médecins tous les ans. Ce turnover, il est dépendant, on voit bien par exemple dans les hôpitaux, les urgentistes. Les urgentistes bougent beaucoup. On a un déficit, je crois, de 20 urgentistes sur la Vendée, il me semble. Hein, c'est quelque chose comme ça.
Et il y a eu des problèmes de formation des urgentistes qui, anciennement, c'était les généralistes qui faisaient urgentistes. Maintenant, c'est des urgentistes. Et les urgentistes, il a fallu 4 ans pour les former. Et on arrive juste à la fin de la formation. Donc, on va avoir des urgentistes qui vont venir du CHU, mais ce que l'on sait, c'est qu'à peu près la moitié vont être un turnover, vont revenir en Loire-Atlantique, vont aller en Maine-et-Loire, vont aller en Bretagne, etc. Ça, c'est assez fréquent. Il y a quelques médecins qui changent, qui font autre chose que de la médecine. J'ai une collègue qui est maintenant s'occupe de faire des mosaïques. Donc ça n'a strictement rien à voir, mais elle a décidé de faire de la mosaïque. Bon, chacun a sa façon de voir. Il y a un autre confrère qui est parti pour faire de la poire. Il a fondé tout un organisme de poiriers. Et maintenant, ils vendent des poires. Donc, on voit que au bout de, moi je dis 10-11 ans, on a fait le tour de la médecine générale. Hein. Donc, on commence à savoir si on peut faire autre chose ou rentrer dans un autre cycle. Et la difficulté que l'on a actuellement, c'est que les internats sont parfaitement spécialisés. C'est-à-dire que, mettons, un généraliste qui veut faire ophtalmo comme un médecin que je connais, il ne peut plus. Il faut qu'il refasse tout l'internat. Donc, on ne peut pas passer il y a très peu de passerelles d'une spécialité à une autre. Alors qu'anciennement, on pouvait passer rapidement d'une passerelle à une autre. Mais cela, ce n'est plus possible. Il n'y a plus ce qu'on appelait les CES, c'est-à-dire la possibilité de continuer à faire des spécialités. Merci. On va passer à la conclusion, si vous voulez bien, pour pas qu'on respecte à peu près nos horaires. Merci à vous tous et toutes. Stéphanie, si vous voulez. Oui, un petit mot de conclusion pour dire que d'abord, je remercie l'ensemble des intervenants et M. Généchaud qui, compte tenu de l'horaire, en effet, je savais, avait une contrainte, vient de nous quitter. Merci à toutes et tous. Merci à tous les participants, en effet, d'être restés jusqu'au bout. Je crois qu'on a fait, grâce à nos intervenants, on a fait un tour je veux dire, de connaissance de ce sujet qui est quand même pas si simple en fait. On parle tous de désertification médicale, on parle tous de vieillissement de la population, et ce sont des vrais sujets finalement complexes. Donc, en tout cas, pour ma part, j'ai de nouveau appris des choses ce matin pour mieux comprendre la problématique. Et puis, je crois que ça a été largement dit, notamment lors de la table ronde, c'est que la solution, elle n'est pas unique, ou en tout cas, si elle était unique et connue, elle serait déjà mise en œuvre. Donc face à une problématique complexe, c'est forcément des réponses qui sont multiples et qui sont multiples à plusieurs et tous ensemble. Et c'est dans cet état d'esprit-là que le Crédit Agricole, et je finirai là-dessus, a décidé dans son projet sociétal de créer un nouveau métier sur ces thématiques de santé et de territoire avec une filiale dédiée qui s'appelle désormais Crédit Agricole Santé et Territoire. Je n'étais pas là pour vendre le sujet, mais tout ça pour dire que ce sont des thématiques qui effectivement sont importantes pour nous et pour la dynamique de nos territoires et qui nous permettront de poursuivre les discussions, les échanges et probablement des partenariats futurs. Merci à tous. Merci Stéphanie. Mais comme vous le disiez, moi j'ai aussi beaucoup appris en préparant cette matinale avec Christophe et Julien qui ont beaucoup travaillé aussi. Puis je remercie nos intervenants, merci beaucoup parce que vous avez apporté beaucoup à cette matinale. C'est vrai que ce sont on entend parler, comme vous disiez, de déserts médicaux, etc. Mais quand on rentre dans le détail, on apprend quand même pas mal de choses.
Et je me disais aussi en même temps, je faisais la réflexion qu'en tant que chef d'entreprise, et je pense que les entreprises ne sont même pas aussi assez informées sur ces problèmes de santé. Et non, mais c'est sûr qu'on parle aujourd'hui on parle de RSE, on parle de choses comme ça, d'entreprises à mission. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire entre le rapport des entreprises avec la santé. Et je pense que d'abord, non seulement il y a des choses à faire, mais je pense que demain, on sera contraint de le faire si on veut préserver la santé de nos concitoyens et aussi de nos salariés. Oui. Et j'ajoute, et une thématique qui, là aussi, est importante pour nous en tant que dirigeants d'entreprise, c'est la situation de l'aidance. Puisqu'on a entre un salarié sur 4 et un salarié sur 6, selon les entreprises, qui sont en situation d'aider un proche, que ce soit ascendant, descendant, collatéral, en situation de handicap, de perte d'autonomie. Et ces situations d'aidance sont des vrais sujets sociétaux, mais sociétaux qui nous impactent, nous, dans nos entreprises. Et donc, comment on s'empare collectivement de ces sujets qui touchent l'employabilité de nos collaborateurs et au final, et n'ayons pas peur de le dire, la performance de nos entreprises. Donc, c'est un sujet qu'il faut véritablement, là encore, prendre à bras le corps tous ensemble. J'espère que vous aussi, vous avez beaucoup appris ce matin et que vous avez passé une bonne matinée. Donc, un petit rappel sur nos missions de l'OSTV. On est une association qui vit et se développe des travaux que l'on mène régulièrement, savoir sur l'analyse de la conjoncture économique avec des tableaux de bord mensuels, les études thématiques et sectorielles sur la démographie. On a parlé beaucoup de démographie aujourd'hui, d'emploi, logement, commerce extérieur. On travaille actuellement sur l'Atlas de la Vendée. Ça va être un document extraordinaire qu'on va produire en début d'année prochaine. Et puis également ces matinales, ces fameuses matinales, dont celle de ce matin, avec des échanges et des débats qui sont aussi très intéressants. Donc vive l'OSTV en tout cas. Et puis, et puis pour vous dire aussi que vive l'OSTV, elle a besoin aussi de petits sous quand même, parce que on est un peu en diminution, nous aussi, pas de médecins, mais de membres associés. Donc voilà. Ce n'est pas une grosse cotisation, c'est 660 € par an et pour les sociétés, pour les entreprises, et puis une adhésion à vocation départementale qui est aux alentours de 1 300 €. Et puis je remercie aussi nos partenaires comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et d'autres qui participent encore beaucoup de façon plus importante et qui permettent à l'OSTV d'exister. OSTV qui est le seul observatoire de ce type en France. Voilà. Nous sommes fiers de l'accompagner.